Notre édition spéciale continue sur Public Sénat. Allons-nous basculer dans une cohabitation, une crise politique, de longues négociations pour créer une coalition? Tous ces cas de figure sont-ils prévus dans la Constitution? Faut-il changer certaines de nos règles, notamment sur le mode de scrutin pour tenir compte de l'émiettement des forces politiques? Avant d'en débattre, on détaille les différents scénarios avec Yann Effelé. Qui pour aller à Matignon? En fonction du résultat dimanche, 3 scénarios se dessinent. Première possibilité, au moins 289 députés RN sont élus. Avec la majorité absolue, le parti dispose de l'ensemble des leviers politiques nécessaires pour voter des lois et un budget. Une condition nécessaire aux yeux de Jordan Bardella et Marine Le Pen pour accepter de former un gouvernement. À partir du moment où nous avons, par exemple, 270 députés, il nous en faut 19 de plus. On va aller voir les autres et on va leur dire, est-ce que vous êtes prêts à participer avec nous d'une nouvelle majorité pour une nouvelle politique? Oui ou non? Est-ce que vous êtes prêts à voter la confiance? Est-ce que vous êtes prêts à voter le budget? Les autres, c'est qui? C'est qui les autres? C'est un certain nombre de députés. Des députés, par exemple, divers droite, divers gauche, quelques LR. Deuxième scénario, 3 blocs qui se font face, aucun n'ayant de majorité. Si les électeurs décident de faire barrage aux extrêmes, le camp présidentiel espère une coalition des modérés. Il y a un troisième chemin, qui est celui que je défends, qui est celui d'avoir une Assemblée nationale plurielle, de droite, de gauche, Jusqu'où à gauche? Non mais attendez, de droite, de gauche, du centre, qui, projet par projet, travaillent ensemble au service de l'intérêt des Français. C'est ce que vous faites depuis 2 ans de manière très pénible. Cette possibilité déjà tentée sans succès ces derniers mois semble peu probable avec un camp présidentiel affaibli. Se pose alors la question d'un gouvernement technique. Dans l'hypothèse d'une assemblée qui renverserait systématiquement tout gouvernement politique, certains mettent en avant un collectif de spécialistes, hauts fonctionnaires pour gérer les affaires courantes. Un gouvernement totalement technique en soi n'existe pas, mais en plus n'a jamais été mise en place sous la Ve République. Il peut y avoir une apparence de technicité en mettant par exemple à Matignon un grand commis de l'État, comme on le dit, une personnalité très consensuelle qui a eu son expérience par exemple au Conseil d'État ou auprès du Conseil constitutionnel. Le casting aurait pour objectif de faire consensus. Si sur le papier c'est une issue possible, reste tout de même le casse-tête du budget, un exercice par nature politique qui ravive les clivages. La Ve République est-elle en sursis ou même en danger? On en débat avec Anne-Charlotte Bézina. Bonsoir. Bonsoir bienvenue, Thomas. Vous êtes maître de conférences en droit public et constitutionnaliste. Vincent Martini, bonsoir et bienvenue. Professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique. Et vous êtes chercheur associé au CEVIPOF, également membre du comité de rédaction de la revue trimestrielle Zadig et du 1 Hebdo. Bruno Daugeron, bonsoir. Et bienvenue à vous. Professeur de droit public à l'Université Paris-Cité. Vous publiez ce manuel de droit constitutionnel aux presses universitaires de France. Ça me rappelle des souvenirs d'étudiants à Sciences Po et en droit à Bordeaux, mais ça n'intéresse personne. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et Tam Traduit, bonsoir, rebonsoir, Tam, éditorialiste politique. Allez, on redevient sérieux. Anne-Charlotte Bézina, l'hypothèse d'une cohabitation, on va reprendre un peu les hypothèses les plus probables. Cohabitation, même sans majorité absolue du Rassemblement national, c'est une possibilité. Ça obligerait quoi? Le parti Le Peniste à trouver d'autres alliés après le 8 juillet. C'est ce que Marine Le Pen a évoqué aujourd'hui. Alors, cohabitation, de toute façon, quoi qu'il sorte des urnes, apparemment, le bloc centriste, qu'on peut qualifier ainsi, n'aura a priori pas une majorité ni relative ni absolue pour proposer un Premier ministre. Donc, cohabitation nécessairement dans les deux têtes de l'exécutif, mais c'est vrai qu'on risque de malmener un peu la Ve République parce qu'on lui ferait vivre une cohabitation en période de majorité relative, ce qui fait qu'on aura vraiment une Assemblée nationale qui aura peut-être plus de mal à fonctionner et deux têtes de l'exécutif qui sont à peu près certains de ne pas s'entendre. La cohabitation qui se dessine, elle a l'air dure, puisque le Premier ministre potentiel et le Président de la République ont déjà dessiné un petit peu les lignes de crispation autour de leurs prérogatives constitutionnelles, qui sont un peu inédites dans notre histoire de la cohabitation, où, en quelque sorte, au moins sur le domaine réservé international, le sens de l'État prévalait entre les deux têtes, et on s'oriente ici vers une cohabitation qui risque sûrement de ne pas
pas avoir la saveur des 3 que nous avons connus, eu égard justement à ce caractère frontal et à ce caractère très orthogonal, en réalité, des priorités de chacun sur l'international, sur l'économie. Quel que soit le bloc vainqueur, il mettra forcément le président de la République en délicatesse et l'Assemblée nationale comme un chaudron. Alors, on y reviendra, et c'est vrai que ce ne sont pas les 2 hypothèses les plus probables. Il y a aussi on parle de gouvernement technique, ou alors peut-être une coalition entre démocrates et républicains de bonne volonté. Je suis d'accord avec vous, ce ne sont pas les 2 hypothèses les plus plausibles, mais on en parlera quand même dans ce débat. Je voudrais qu'on parle de ce cordon sanitaire, Vincent Martini, du parti LR, qui a été mis en place le jour où Éric Ciotti annonce son ralliement à Marine Le Pen. Rafistolé, à quel point est-il fragile aujourd'hui d'après vous? Et ça aussi, c'est la question qu'on va se poser dès lundi matin. Je dirais que tout dépend du score du Rassemblement national dimanche soir. Moi, je ne suis pas totalement sûr qu'il y ait une cohabitation avec le RN en réalité, parce que je pense que les désistements très très nombreux ont profondément changé la donne électorale et qu'elle risque d'amoindrir très, très grandement le score du Rassemblement national en siège au soir du second tour, qu'à ce titre-là, on moins peut de pas 90 triangulaires. Moins de 90 triangulaires, ça veut dire que pour avoir une majorité absolue, le Rassemblement national devrait gagner 95% de ses duels. Je ne vois pas comment c'est possible, ne serait-ce que électoralement, mathématiquement, et c'est pas possible, statistiquement. A priori, la question est de savoir plutôt s'il pourrait y avoir une vague encore très importante, aux alentours de 250 à 260 députés. Le président de la République a dit qu'il appellerait Jordan Bardella à laisser entendre à partir de ce score. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont en dessous. Donc il me semble que la cohabitation avec le RN n'est pas, en tout cas, le scénario le plus évident. En tout cas, il y a d'autres scénarios tout aussi plausibles. Et encore une fois, on a parlé d'une improbable coalition parce qu'on n'en connaît pas les contours. On a parlé d'un gouvernement technique difficile à imaginer parce qu'on ne l'a jamais fait, mais ça me paraît pas moins plausible que les autres. Il y a aussi un scénario de blocage de majorité introuvable. Absolument, il pourrait y avoir un scénario de blocage avec un été sans Premier ministre, puisque je rappelle que l'article 8 dit que le président de la République nomme un Premier ministre, il ne donne pas de délai, donc on ne sait pas exactement s'il a une semaine, 15 jours, un mois, il pourrait décider de reporter à la rentrée. Et dans ce cadre-là, en fonction de ça, la pression sur les LR va être plus ou moins importante. Si on est proche de la majorité absolue pour le RN, alors la pression va être maximale sur les LR. Oui, s'il faut une quinzaine de députés LR qui basculent. Ils les trouveront parce que très nettement, ce qui s'est joué, c'est d'abord le choc de la surprise, les inimitiés internes au parti, mais lorsque l'appel du pouvoir pourra s'exercer, on ne doute pas que certains LR pourraient être tentés. On a entendu certaines réactions, notamment, même s'il n'est pas député, de François-Xavier Bellamy, qui a dit que le plus grand péril pour lui était l'extrême gauche, en ce qu'il appelle l'extrême gauche, c'est-à-dire le nouveau Front populaire. À ce titre-là, on peut imaginer que les amis de M. Bellamy seraient tentés, pourquoi pas, par une alliance avec le RN. Et il y a quand même une question, parce qu'effectivement, on s'attendait peut-être pas les uns et les autres à ce qu'il y ait autant de désistements. Il y avait 306 triangulaires potentiels et on est à entre 210 et 220 désistements, Bruno Daugeron. Mais la question, on a commencé à y répondre dans la première partie de ce débat, c'est des consignes nationales, des réalités locales, des électeurs qui vont peut-être pas forcément, pour ceux dont le candidat s'est désisté, se reporter contre le Rassemblement national. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore une grande inconnue. C'est encore une grande inconnue. On ne peut pas prédéterminer le comportement des électeurs. Mais je veux dire comme quelque chose à ce sujet des désistements. Moi qui suis, on n'est pas très nombreux, un anti-scrutin majoritaire, anti-arrondissementier, proportionnaliste et scrutin de liste déclaré, je trouve quand même un peu étrange la logique qu'on se met à faire jouer au scrutin majoritaire. Parce que si le scrutin majoritaire est fait pour déterminer une majorité avec des éléments d'alliance entre les partis, ce qui a existé avec le RN, je pense que la logique du désistement à ce point-là empêche la logique du scrutin majoritaire d'un arrondissement à 2 tours que tout le monde a toujours défendu, de jouer à plein. Et la difficulté va ensuite être que, évidemment, la pression du corps électoral, qui ne va pas être content et forcément suivre les consignes électorales, pourra encore, s'il sent qu'il est floué, se durcir et le prochain coup, devoir passer par l'élection d'un président de la République et puis d'une majorité à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas le prédéterminer, mais je pense que ça peut susciter dans le corps électoral une réaction contraire. Oui, je trouve ça effectivement important. Je veux bien vous entendre là-dessus, Anne-Charline Béguin, parce que, alors, je pense que ce serait la première fois qu'un parti qui obtient 30% ou plus de 30% avec ses alliés au premier tour des législatives n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors, pas la majorité absolue, non. On a déjà eu des périodes de majorité relative sous la Ve République, ça c'est une certitude. Oui, mais avec néanmoins, 30% au premier tour. Ce qu'on peut être sûr de dire, c'est que jamais sous l'histoire de la Ve, on a inversé le nom du gagnant. C'est-à-dire que celui qui a gagné le premier tour a toujours remporté le second. Attention, ça ne signifie pas du tout qu'il n'y a pas eu des baisses drastiques. On va penser à ce
mot de la TVA sociale qui a fait perdre près d'une centaine de sièges à la majorité en une semaine, en 2007. On a eu Georges Pompidou qui a perdu une quarantaine de sièges sur les élections législatives de 67. On a exactement un exemple un peu inverse en 78, mais il y a déjà eu des rétrécissements de base. Si ici on parle en tout cas de cohabitation, je pense que la cohabitation sera quand même plus ou moins immanquable, qu'elle soit avec le RN ou qu'elle soit avec le NFP, mais a priori un groupe centriste, il faudrait vraiment que le groupe centriste sorte renforcé, alors que pour le coup c'est lui qui perd un peu les triangulaires, étant donné qu'il fait alliance. Donc il y a un jeu qui est tout à fait inédit sous la 5e, eu égard au nombre de triangulaires qu'on a déjoués en réalité. Donc ça a rendu le premier tour bien moins annonciateur du second qu'il n'a eu l'habitude de l'être sous la 5e République. Donc c'est vrai que ce jeu des désistements va sûrement affaiblir le Rassemblement national qui a plutôt l'habitude de gagner les triangulaires étant donné qu'il y a une forme de dynamique. Mais là, sur ce que nous disait, pardon, de vous interrompre, ce que nous disait Bruno Dejean sur l'effet sur à moyen terme sur les électeurs du Rassemblement national, c'est quand même pas neutre. Alors l'effet sur les électeurs n'est non seulement pas neutre, qu'on parle de plus en plus d'un gouvernement de coalition et d'un gouvernement technique. Donc il y a finalement ce message qui s'instille, vous avez voté pour la droite, vous allez avoir la gauche. Et ça, c'est quelque chose qui dans l'opinion est particulièrement rude, notamment parce que les coupables seront considérés comme étant les institutions. Et c'est en cela qu'au fond, alors il y a évidemment plus de nuances dans le propos, je caricature volontiers, mais c'est en cela que la question du gouvernement de coalition ou la question du gouvernement technique heurte profondément ce qu'on a pu appeler la culture constitutionnelle française, parce que c'est vrai que au sortir de ce scrutin-là, si on annonce qu'il n'y a finalement pas de gouvernance associée à ce système majoritaire, on change complètement les choses. Tout bouge pour que rien ne bouge. Votre avis, Vincent Martini? Alors je ne suis pas totalement d'accord, parce que d'abord dire on a voulu la droite, ça ne veut pas dire grand-chose si on regarde les logiques de bloc. Aujourd'hui, vous avez un Rassemblement national qui est à 29%, 29-25%, un nouveau Front populaire qui est à 27,9%, il y a les alliés du Rassemblement national qui rajoutent 2 ou 3%. On n'est pas non plus dans un raz-de-marée, comme on a pu le dire. Le problème, c'est qu'il y a une logique. Oui, mais il y a uniquement 33% d'électeurs qui veulent ou qui ont voté pour le Rassemblement national. C'est tout à fait considérable, je ne veux pas du tout le minimiser. Mais dire les Français veulent, c'est une exagération qu'on a souvent entendue dans les médias et qui, à mon avis, n'est pas totalement exacte. Je crois qu'il y a vraiment une division très forte, au moins entre deux blocs. Je dirais 3 blocs en réalité, qui ne sont pas forcément ceux qu'on décrit. Un bloc d'extrême droite et allié, un bloc de gauche et un bloc un peu indéfini, quelque part qui flotte entre M. Macron et, j'allais dire l'aile gauche des Républicains, si tant est qu'elle existe encore, mais en tout cas les Républicains, et qui là, en fait qu'on n'a pas l'habitude, ça c'est vrai dans la culture constitutionnelle, surtout parlementaire française, qui correspond beaucoup plus à un système qui pourrait, si on en avait la culture, permettre des coalitions. Mais comme on n'a pas cette culture-là, on a une culture de bloc contre bloc, on est freiné. Là, je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire que la logique proportionnelle ne nous aide pas. Je vous redonne la parole. Plutôt. Oui, le fait qu'on n'est pas... Alors justement, c'est un thème qu'on a abordé très rapidement hier sur notre plateau. Faut-il changer le mode de scrutin, passer à la proportionnelle? On réécoute David Jaïs, c'était hier dans Sens Public. Ce scrutin, par exemple, majoritaire à 2 tours, ça permettait une alternance avec la régularité d'un balancier depuis 81, la gauche, la droite, la gauche, la droite. Dans un monde où on a une fragmentation et une polarisation, c'est un piège, c'est une grenade dégoupillée, parce que vous avez une assemblée qui est à la fois très fragmentée, c'est ce qu'on risque d'avoir dimanche soir si les désistements fonctionnent correctement, et en même temps aucune capacité à faire des compromis parce que chaque camp, chaque bloc espère la fois d'après être majoritaire, remporter l'élection présidentielle et avoir une majorité à l'Assemblée. Donc il faut casser cette logique, il faut aller vers une logique de coalition, une logique de compromis, et la réforme du mode de scrutin qui se fait par loi électorale simple est une très bonne solution pour commencer à avancer. Il y a beaucoup d'exemples étrangers, Bruno Dejean. Est-ce que c'est forcément un gage de stabilité politique? Alors d'abord, je voudrais redire que je suis quand même assez d'accord avec ce qu'a dit Anne-Charlène Bézina. Parce que, si vous voulez, tout ça fait quand même penser aux combinaisons de la 4ème République. On nous a vendu la 5ème République, c'était le cas de tous les gaullistes historiques et de René Capitain, en disant un mode de scrutin, c'est pas fait pour une introspection, c'est fait pour gouverner et donner une majorité. Marine Le Pen a toujours été favorable à la proportionnelle. Et au moment où elle se met à être favorable au scrutin proportionnel, au scrutin majoritaire, eh bien on dit finalement le scrutin majoritaire ça ne marche pas et il faudrait la proportionnelle. Je me demande comment les électeurs peuvent vivre ça. Ensuite, il se trouve qu'en France, par rapport à la question que vous posez et aux exemples étrangers, la France, en Europe, est totalement isolée. Est une incongruité par rapport à tous les autres pays européens, sauf le Royaume-Uni, qui pratique peu ou prou la proportionnelle.
Bien. Et la proportionnelle arrive à produire des coalitions, mais elle produit coalitions précisément parce que le mode de scrutin proportionnel permet à des formations qui sont relativement différentes ensuite d'entrer en dialogue entre elles. Tandis que nous voudrions des coalitions avec un scrutin majoritaire dont nous paralysons par le jeu des désistements les effets qu'elle peut produire. Donc évidemment, il y a une contradiction complète, et donc, sans compter les effets que ça peut avoir sur les électeurs. L'émiettement, je reprends l'expression de David Jaïzi, l'émiettement auquel on assiste devrait nous pousser à changer de mode de scrutin. Ça devient pour vous une urgence. C'est ce que vous dites depuis longtemps, mais ça devient encore plus une urgence. Moi je pense que l'urgence, c'était avant. C'est trop tard, si vous voulez. On ne change pas les modes de scrutin à partir du moment où les effets que l'on redoutait commencent à se produire. Parce qu'évidemment, tout le monde va considérer que c'était fait avant. Moi, j'aurais été le gouvernement. Bah oui, j'aurais fait en sorte de changer de mode de scrutin. Mais si vous voulez, il y a une telle paralysie, une telle diabolisation de la proportionnelle en France que la dernière idée était évoquée par Mme Braun-Pivet d'introduire une toute petite dose de proportionnelle, un peu comme si c'est fait au Sénat, simplement en gardant certaines circonscriptions, pour qu'au-dessus des départements qui élisent plus de députés, on les élise à proportionnelle. Il est évident que ça n'est absolument pas suffisant. Oui. Et revenir là-dessus maintenant me paraîtrait quand même étrange. Allez, un mot là-dessus, Anne. Oui, un mot sur le scrutin majoritaire et sa logique historique. En fait, au fond, ce que nous disait le général de Gaulle, Michel Debré, dans l'histoire un petit peu de ce scrutin majoritaire, c'est au moins les alliances se feront électoralement, au moment précisément de ce type de désistement que nous avons aujourd'hui. En quelque sorte, les coalitions, on les a donc déjà. C'est-à-dire que si finalement le centre se met à voter à gauche, ou en tout cas à soutenir la gauche, eh bien, on a le sentiment que peut-être quelque chose de nouveau se dessine. Alors, ça n'est finalement pas perçu comme ça par nos politiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce sont des arrangements plutôt électoraux, sans les insulter. C'est-à-dire que c'est une forme de logique de coalition pour obtenir des sièges et pour contrer quelque chose. Mais à l'Assemblée nationale demain, il faudrait être capable de la même logique. Et c'est ça qui, moi, me heurte un peu quand on parle de la culture constitutionnelle incapable de compromis. C'est-à-dire que si finalement on est capable de le faire au moment des élections, de vendre des fronts, de considérer qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble et à offrir des voix, eh bien, c'est l'Assemblée nationale de demain qui s'est dessinée aujourd'hui dans la manière dont les désistements se sont faits. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ça dans le travail parlementaire demain. Alors on s'intéresse évidemment à cette hypothèse de cohabitation entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella. Elle est peut-être moins probable à l'instant T depuis qu'on sait le nombre de désistements. Mais bref, ça reste quand même une question à aborder, une question importante. On pourrait presque dire que cette cohabitation, elle a déjà commencé quand on entend Marine Le Pen qui s'attaque au chef de l'État et qui parle, c'était ce matin, de coup d'État administratif. On va vous expliquer pourquoi elle emploie cette expression avec Quentin Calmet tout de suite. Rebonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Il faut d'abord expliquer qu'il y a eu un certain nombre de nominations particulières la semaine dernière de la part du président en Conseil des ministres. Tout à fait, et il y en a eu des nombreuses, il y en a eu beaucoup des nominations la semaine dernière. On a épluché d'ailleurs les comptes rendus des Conseils des ministres des dernières semaines avant même le 26 juin, dans cette section mesures d'ordre individuel. Et on compte 32 nominations pour le 26 juin, 21 nominations le 19 juin, 11 nominations la semaine encore avant. On parle de nominations de hauts fonctionnaires à des postes clés, par exemple au budget, au trésor ou des choses comme cela. Et on a comparé avec d'autres conseils des ministres, plus haut dans l'année. On en a compté une seule pendant le conseil des ministres du 29 janvier et 7 seulement dans celui du 28 février. Alors, est-ce qu'il faut forcément y voir des nominations politiques ? Alors, c'est la question. Eh bien, pas forcément, Thomas. L'été, il y a toujours plus de nominations de ces hauts fonctionnaires que le reste de l'année. C'est habituel pour changer les profils de ces cadres de l'État, comme par exemple pour les ambassadeurs. Mais il y aurait bien une manœuvre cette fois-ci, Thomas. C'est même assumé par un conseiller de l'exécutif. Il l'a dit à l'agence France Presse, je vous livre sa citation. C'est de la prévention, c'est logique. On part à toutes les éventualités en cas de possibilité que le RN arrive en majorité absolue. On protège à minima les institutions. Et donc, Marine Le Pen, je le disais, s'en est pris à l'exécutif ce matin à propos de ces nominations. Alors d'autres en plus qui devraient arriver, nominations pressenties de hauts fonctionnaires. Voilà, demain, selon la présidente des députés RN, qui cite le poste de directeur général de la police nationale, celui de directeur général de la gendarmerie nationale ou encore, dit-elle, des dizaines de préfets. Ces nominations clés pourraient être annoncées demain en Conseil des ministres. L'objectif, selon elle, serait de bloquer, d'empêcher en réalité Jordan Bardella de gouverner le pays. Elle l'a dit ce matin chez nos confrères de France Inter. Écoutez. Quand vous voulez contrer le vote des électeurs, le résultat des élections, en nommant des gens à vous,
pour qu'ils vous empêchent à l'intérieur de l'État de pouvoir mener la politique que les Français veulent. Je suis désolé, je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça un coup d'État administratif. Donc j'espère que ceci relève uniquement de la rumeur. Ce qui est possible, hein. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui courent. En ce moment, il faut être prudent. Mais j'espère, parce que déjà mercredi dernier, il y a eu énormément de nominations qui ont été faites, bien plus que lors d'un Conseil des ministres traditionnel. Et donc on voit là un des points chauds si le RN arrive à Matignon dimanche soir, d'autant que le Premier ministre peut encore s'opposer à cette nomination. Il y a un délai de 3 semaines, 1 mois entre le décret de nomination et celui d'installation des hauts fonctionnaires. Le RN s'oppose également au choix de reconduire Thierry Breton au poste de commissaire européen pour la France. Cela annonce donc des moments chauds s'il devait y avoir cohabitation à partir de dimanche. Merci beaucoup Quentin. Vincent Martini, est-ce que ces nominations par le président de la République justifient l'attaque de Marine Le Pen ? Je ne sais pas si ça justifie les attaques de Marine Le Pen, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a en France, et ça date, c'est vrai, d'Emmanuel Macron, mais pas seulement, dans les pays qui nous entourent, une politisation croissante des hauts fonctionnaires. Ça, c'est vrai. Oui. On appelle l'encadrement supérieur de l'État, c'est-à-dire environ 600 très hauts fonctionnaires, dont l'exécutif a la main, puisqu'ils sont nommés en Conseil des ministres par le président de la République, signature du président. À ce titre-là, les spécialistes d'administration publique savent que partout, dans les démocraties occidentales et libérales en général, il y a de plus en plus une politisation des domination, mais qui vont dans les deux sens, parce qu'évidemment, lorsqu'il y a la possibilité d'un parti avec une dimension illibérale qui arrive au pouvoir, il y a aussi une chance pour ce parti de récupérer cette manne de hauts fonctionnaires, parce que c'est distribuer des postes et aussi récompenser des gens qui vous soutiennent, et c'est d'ailleurs tout à fait naturel, même si, encore une fois, j'ai l'impression que cette tendance s'accélère. Donc, je ne sais pas si ce procès, il est juste là dans le cas qui nous concerne, mais c'est pas étonnant en tout cas que cette question soit soulevée par Marine Le Pen. Mais je crois quand même, pour dire un mot, qu'elle va un peu vite en besogne, parce que vous savez, une situation politique, vous êtes entre les deux tours, elle donne déjà le sentiment qu'elle enjambe un tour. Et à ce titre-là, c'est jamais très bon parce que ça peut avoir un effet un peu de démobilisation, de se dire, mais en fait, où est-ce qu'on est exactement ? Il y a une séquence qui est une séquence électorale. Et en général, quand vous êtes dans la course, c'est difficile d'avoir le sentiment que vous avez déjà franchi la ligne d'arrivée. Ces nominations, Bruno Daugeron, est-ce que vous y voyez l'expression, je sais pas, d'une dérive présidentielle ? Et si oui, de quand date-t-elle ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle dérive présidentielle. Il se trouve que là, manifestement, le président de la République joue avec toutes les armes qu'il a et qu'il y a des précédents, généralement, avant tout renouvellement électoral, grande échéance électorale, eh bien, le président de la République essaye de recaser un certain nombre de ses amis ou de sortants qui pourraient être battus. Donc, c'est assez traditionnel, mais disons que les nominations, en principe, dans un État comme la France, c'est plutôt fait pour recaser que pour résister, puisque la haute fonction publique se doit quand même à un minimum de neutralité. Et le pouvoir présidentiel, en principe, dans la Constitution de 1958, était fait précisément pour le donner plutôt à une autorité neutre. Bien, mais il se trouve qu'avec le présidentialisme, c'est-à-dire la domination du président de la République soutenue par le Premier ministre et la majorité, on a pris de très mauvaises habitudes en matière de nomination. C'est-à-dire qu'on a étendu très largement le pouvoir de nomination du Premier ministre avec la complicité. Écoutez, ça se fait depuis finalement le début, si j'ose dire, et c'est allé que crescendo dans la jurisprudence du juge qui est amené à examiner ça, c'est-à-dire le Conseil d'État, jusqu'en 2013. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en principe, le président de la République nomme les emplois qui sont listés par la Constitution dès lors qu'ils sont des décrets, signe des décrets, et nomme les emplois qui sont faits par décret en Conseil des ministres. Simplement, en principe, la liste est toute petite. Et elle a été considérablement élargie. Donc il y a eu des recours devant le Conseil d'État et finalement ça a été validé notamment aussi par le Conseil d'État. Oui, c'est-à-dire que quand les emplois ne devaient pas être signés, le décret ne devait pas être signé par le président de la République et qu'il l'était quand même, le Conseil d'État a fini par dire, quand la signature y est, pour modifier le décret, eh bien, il doit y avoir une nouvelle signature du président de la République. Ce qui rend beaucoup plus compliqué pour le gouvernement la possibilité de déjouer cette procédure. Justement, on va en parler. Tam, vous vouliez intervenir. Quentin disait qu'il y avait 3 semaines ensuite pour que ça puisse être modifié. Est-ce que ça s'est déjà vu, qu'il y a eu des nominations juste avant une élection et que à l'élection suivante, on soit revenu sur ces nominations? Est-ce que ça s'est déjà vu? Si Anne-Charlène peut répondre à cette question. C'est peut-être une colle. Mais... En tout cas, ça augure d'un bras de fer particulier. Oui, alors la question de savoir si on a invalidé à partir de la signature du décret de nomination l'entrée en fonction, ça me semble franchement assez inédit et je n'ai pas de souvenir en tête de quelque chose d'absolument... c'est très contraire à notre état de droit quand même de considérer que quelqu'un qui a eu son arrêté de nomination, qui est peut-être même déjà entré en fonction, pourrait demain avoir à faire ses cartons. Ça me paraît quand même très, très dur.
Néanmoins, c'est vrai que ça augure d'une pratique de la cohabitation et pas seulement cette déclaration-ci. On peut reprendre celle de Marine Le Pen sur le titre honorifique de chef des armées, etc. On voit qu'on s'oriente vers une cohabitation un peu rude entre les deux têtes de l'État. Néanmoins, je rejoins ce qui a été dit sur le caractère sain, finalement, de cette cohabitation, s'il doit y avoir un égard où ça le sera, en matière de nomination. C'est-à-dire que la conséquence de ce bras de fer des nominations entre l'article 13 qui ménage le pouvoir de nomination du président, mais je rappelle aussi celui du Premier ministre, qui est concurrent, alors sur des postes un peu moins importants, mais qui est concurrent et qui existe aussi, qui a sa légitimité, en quelque sorte. En plus, les postes présidentiels doivent être contresignés par le Premier ministre. On va dire cette balance entre les deux hautes autorités de l'exécutif amènera nécessairement à de la dépolitisation. Donc c'est en quelque sorte une course à l'échalote de la personnalisation des nominations qui sera nécessairement bloquée. Parce que nomination, quand il doit y avoir, il y aura nécessairement ou reconduction, mais dans ce cas-là de personnels qui ont une confiance administrative. Donc il faudrait vraiment revenir au principe de neutralité de l'administration qui normalement nous distingue des principes anglais du spoil system où à chaque nouvelle élection on change les fonctionnaires. Donc je ne crois pas d'ailleurs que le Rassemblement national soit dans cette logique. Jordan Bardella a normalement déjà fait savoir qu'il n'entendait pas changer la haute administration, qu'il souhaitait s'appuyer sur une administration fixe. Donc gardons peut-être à la haute administration cette indépendance et c'est le vœu que je formule. Oui, alors cette cohabitation possible, encore évidemment à l'instant où on vous parle Macron-Bardella, mettrait-elle en danger notre Constitution ? François Bayrou, le président du MoDem, répond très clairement non. Les institutions sont là pour être respectées. Elles résisteraient à ce cas de figure. Elles résisteront à tout. Elles résistent depuis 75 ans et elles résisteront à tout parce que je pense que le général de Gaulle avait le génie des situations historiques. Il avait vécu le pire. C'est-à-dire l'effondrement d'un pays, de ses institutions, et il a, en isolant le Parlement de la figure du président de la République, en donnant au président de la République des droits qui fassent que ça puisse marcher même quand les partis se déchirent et se divisent, il a donné un socle qui nous permet de regarder l'avenir sans crainte. On peut avoir des inquiétudes, on peut considérer que la situation est critique, mais les institutions résisteront à tout ça. Bon, ça fait plutôt 65 ans si on refait nos calculs, mais ça, c'est pas très grave. On peut peut-être rappeler, Vincent Martini, parce que c'est ce qui va se jouer, de quel pouvoir dispose le président. Moi, j'ai le souvenir de la cohabitation Mitterrand-Chirac où François Mitterrand freinait, refusait de signer certains textes. Quels sont les pouvoirs potentiels d'Emmanuel Macron ? Des ordonnances. C'est-à-dire une fois qu'une loi est promulguée, le président signe une ordonnance et le président de la République, à l'époque, François Mitterrand, avait refusé de signer les ordonnances sur la privatisation qui avait été enclenchée par le gouvernement Chirac en 86. Il y a aussi quand même des contestations à l'époque, des frictions très fortes sur les nominations, justement. À l'époque, entre 86 et 88, Jacques Chirac et François Mitterrand s'opposent très fortement sur le profil des hommes. Et je crois qu'on était assez loin d'une haute fonction publique totalement dépolitisée. Au contraire, il y a eu une tentative à ce moment-là, la première tentative de politisation très grande de l'administration, comme il y avait déjà eu à l'époque de Giscard aussi des débats notamment entre Giscard et Chirac, Premier ministre, alors qu'ils étaient plutôt dans la même famille politique, parce que Chirac reprochait à Giscard de ne pas assez nommer de gens de son propre groupe politique. Donc il y a 1000 occasions de friction entre un président de la République et un Premier ministre. Je ne sais pas si les institutions vont résister. Évidemment, les institutions, c'est un texte constitutionnel, ça dépend comment vous l'interprétez. On peut dire qu'on s'adapte à tout. Mais il y a des questions de logique politique. Des institutions, elles tiennent parce qu'elles sont considérées dans une population comme légitimes ou alors que la population s'en désintéresse. Et je crois que les institutions de la Ve République, elles ont surtout joué du fait que la plupart de la population ne voyait pas de toute manière les conséquences des problèmes que pouvaient éventuellement poser les institutions dans sa vie quotidienne. On considérait que ce n'était pas le plus important. C'était un débat de spécialistes et de gens qui s'intéressaient vraiment aux mécanos. Mais j'ai l'impression quand même que cette crise va pas mal changer les choses parce que là, les Français voient qu'un homme seul peut prendre une décision d'une dissolution qui prend tout le monde de court, mener quand même à une majorité éventuelle d'un parti qui recoupe certains tiers des électeurs, mais donc qui désatisfait les deux autres tiers, et qui, là, dans sa pratique du pouvoir, Emmanuel Macron a beaucoup desservi les institutions parce qu'il s'est servi des règles, notamment du parlementarisme rationalisé, parfois contre le consentement général. Donc il y a deux logiques
qui peuvent s'affronter, une logique purement politique, celle qui pose la question du consentement dans une démocratie qui est centrale, et une autre logique qui est institutionnelle et qui est peut-être plus stable. Et on va voir qu'est-ce qui va en résulter. Et on va parler du rôle du Sénat dans un instant, grâce à vous, Tam, mais je vous donne la parole et on boucle ensuite ce chapitre. Oui, je voulais juste te dire, les cohabitations, elles ont été quand même assez rudes pour les premiers ministres. En tout cas, ils n'ont pas réussi à en transformer l'essai ensuite. On se rappelle de Jospin, qui a dû quitter la vie politique ensuite, la cohabitation de Chirac aussi, Mitterrand qui est revenu. Ou d'Édouard Balladur. Ou d'Édouard Balladur, ça a été dur. C'est quand même la droite qui est revenue. C'était quand même Chirac ensuite. Comment on peut voir la suite, selon vous? Est-ce que ça va éventuellement abîmer la figure de Jordan Bardella? On a vu comment c'était dur, notre Premier ministre. Là, c'est trop. Cette question, elle n'a pas trop de sens maintenant, parce que d'abord, je pense que la cohabitation avec Jordan Bardella n'est pas du tout faite. On n'est même pas du tout là, en fait. Deuxièmement, une cohabitation avec majorité absolue, ça n'aurait pas du tout le même souffle au Rassemblement national qu'une cohabitation avec un gouvernement minoritaire. Ça n'aurait rien à voir, parce que dans un cas, vous avez les pleins pouvoirs attribués par les articles 20 et 21 de la Constitution, celle qui permet au Premier ministre de conduire le gouvernement et donc la politique de la nation, une vraie cohabitation. Dans un deuxième cas, vous êtes dans la main de ceux qui peuvent vous défaire. C'est une cohabitation complètement inédite et qui n'aurait rien à voir avec toutes les cohabitations qu'on a connues jusqu'ici. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que François Bayrou? Sur la résistance, nos institutions résistent à tout. Écoutez, plutôt oui. Moi, je pense que les institutions, c'est fait pour ça. Mais attention, les institutions, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois des mécanismes institutionnels et des facteurs politiques. Et c'est en réalité la combinaison des deux. Dans la Constitution, si on la lit dans son texte, on s'aperçoit, vous avez posé la question tout à l'heure, de savoir si le président de la République avait beaucoup de pouvoir, et la réponse est non. Le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir. Si on entend par pouvoir, celui de gouverner. Il a des compétences importantes, et c'est là qu'il faut être un peu technique, parce que le droit constitutionnel de la cohabitation, c'est technique. Il a des compétences importantes, mais elles sont limitativement énumérées. Par exemple, les actes qui sont dispensés de contre-seing, comme dissoudre. Voilà. Les chefs des armées, les actes de l'article 15, à supposer qu'il en prenne, eux ne sont pas dispensés de contre-seing. Donc il a des pouvoirs importants, mais limités. Les pouvoirs essentiels sont ceux du Premier ministre. Simplement, il y a des mécanismes institutionnels aussi, parce qu'il y a des affaires de personnalité, il y a des questions d'équilibre politique, et donc tout le monde, y compris un Premier ministre qui aurait une majorité réelle, eh bien, devrait quand même tenir compte du président de la République, surtout s'il ambitionne pour lui ou pour son camp de le devenir après, qui était le scénario, le scénario prédéterminé avant. C'est pour ça que il y a 20 ans, j'avais fait un article sur le sujet où j'avais surnommé la cohabitation le présidentialisme minoritaire. Parce qu'en réalité, personne ne veut réellement sortir du présidentialisme dès lors qu'on ambitionne d'être élu à la charge de président de la République. Voilà. Bon, la grande nouveauté ici, c'est pour ça qu'il y aurait cohabitation, à mon avis, dans tous les cas, y compris avec une coalition, c'est que même si c'était une coalition, la légitimité du président de la République est tellement affaiblie. Elle est totalement affaiblie, bien sûr. Que le Premier ministre, quel qu'il soit, prendrait ses distances avec lui pour ne pas être emporté, en quelque sorte, par la débâcle. Donc, la cohabitation, on la connaît, et c'est en cela qu'elle peut être souhaitable. L'hypothèse d'une absence de majorité serait plus ennuyeuse. Est-ce que l'hypothèse, rapidement, si vous voulez bien, Anne-Charlène, que Emmanuel Macron, face à une situation de blocage, prolonge la durée de vie, je mets des guillemets, de ses ministres pendant quelques semaines, notamment pour passer la phase Jeux Olympiques, etc. C'est une possibilité, ça? Alors cette hypothèse, elle ne peut pas être exclue en lisant le texte, puisque rien n'oblige un gouvernement à la démission, à part la motion de censure. Donc là, comme il n'y en a pas eu, oui, on pourrait imaginer que, effectivement, en tout cas, la gestion des affaires courantes soit à nouveau confiée à ce gouvernement. C'est politiquement très douteux. Évidemment. Alors, dans cette grande période d'instabilité politique, Tam, il y a une chose qui est sûre, quand même. Ouais. Enfin, il y a deux choses. Un, que le soleil va continuer à se lever. Deux, que le Sénat va pas trop bouger. À part ça, on est trop sûr de rien. Alors pour le premier point, je vous renvoie à Galilée. Pour le second, à nos invités sur ce plateau. Et donc voilà, j'ai terminé. Non, alors je vais quand même essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. D'abord, le Sénat ne va pas être bouleversé par ce qui se passe dans l'autre chambre, parce qu'il n'y a pas de vase communicant. D'un côté, le suffrage universel direct, de l'autre, le suffrage indirect. Pas de calendrier commun. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. La dernière élection date de septembre 2023. La prochaine élection, c'est donc pour 2026. De l'eau aura sans doute coulé sous les ponts. Et en plus de ça, contrairement à l'Assemblée, il ne peut être dissous, et par les temps qui courent, c'est un vrai gage de stabilité. C'est donc la digne chambre de l'ancien monde que le Sénat, majoritairement à droite et au centre, avec une bonne représentation de la gauche, parti socialiste en tête, et aujourd'hui une quasi-absence de Rassemblement national, présent seulement chez les non-inscrits, et une absence complète de LFI. Et ça ne bougera pas ?
c'est là qu'il faut être un petit peu plus nuancé. L'architecture politique est ainsi faite que quand vous avez les fondations qui tremblent, vous pouvez avoir des fissures dans toute la maison. Il n'aura échappé à personne qu'il y a eu un séisme dans la maison LR et que le groupe LR du Sénat, en ce moment, on ne l'entend pas beaucoup. Oui, au moment où les ciotistes ont fait scission, le groupe s'est fendu d'un communiqué sous la houlette de Gérard Larcher pour dire « il y a eu unanimité pour s'opposer à cette fuite à l'extrême droite et pour que LR reste indépendant ». La vérité, c'est que des sénateurs LR tentés par l'alliance avec le RN, il y en a. Henri Leroy, Sylvie Goy-Chavent le disent ouvertement, mais d'autres restent en sous-marin. Que se repassera-t-il si le RN arrive bien au pouvoir? Il aura bien sûr un pouvoir d'attraction bien supérieur. Et de l'autre côté du groupe, certains ne voient pas comment continuer à faire cavalier seul. Jusqu'ici, jamais la révolution macroniste n'avait réussi à ébranler la maison. Mais certains, maintenant, nous disent qu'ils seraient peut-être tentés par les sirènes de la Chambre plurielle, l'éventuelle coalition qui pourrait naître du grand Big Bang en cours. D'autant que le président du groupe historique allié à LR, le groupe centriste Hervé Marseille, qui préside aussi l'UDI, a fait cette année clairement campagne pour Ensemble. Donc, si je vous comprends bien, le Sénat pourrait quand même évoluer. Aura-t-il le pouvoir de s'opposer à l'Assemblée nationale? Alors, il a un pouvoir de blocage absolu sur 2 points. Les lois organiques relatives au Sénat. On va dire que ça reste un champ d'action assez limité, mais aussi, surtout, sur les révisions constitutionnelles. C'est le fameux article 89 qui prévoit qu'une réforme constitutionnelle doit être absolument adoptée par les 2 chambres dans les mêmes termes avant d'être approuvée par le Congrès ou par un référendum. Si l'URN arrivait au pouvoir, ça voudrait dire donc que le Sénat pourrait bloquer la préférence nationale ou peut-être le droit du sol. Le débat de juriste n'est pas tranché sur ce dernier point. Pour les autres textes, il aura essentiellement le pouvoir, le Sénat, d'empêcheur de tourner en rond. Il pourra faire de l'obstruction, mais on se rappelle que c'est l'Assemblée qui garde le dernier mot. En tout cas, à ceux qui se posent encore cette question qui a été longtemps en vogue, à quoi sert le Sénat? Je pense qu'ils commencent à se faire une idée quand l'anomalie conservatrice pourrait peut-être devenir la chambre de résistance, peut-être même un allié pour Emmanuel Macron. Et disons qu'aujourd'hui, quand même, Emmanuel Macron a reçu Gérard Larcher qui a écrit dans ce tweet « C'est ce qu'on a pu lire avec ce tweet, donc je me rends à l'Élysée pour évoquer avec Emmanuel Macron les conséquences de cette dissolution brutale et le fonctionnement des institutions pour l'avenir pour éviter toute interprétation. J'ai accepté cette invitation comme président du Sénat, non comme responsable politique. » Vincent Martigny, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils n'ont pas parlé que des institutions et peut-être aussi des alliances qui pourraient se nouer. On parlait de cette coalition, encore très très floue évidemment à l'heure où on se parle. Oui, certainement. Encore une fois, si on peut anticiper l'idée que le groupe LR à l'Assemblée nationale sera quand même de taille modeste, peut-être même encore plus qu'en 2022, on peut imaginer que M. Larcher se sente un peu seul au Sénat, certes avec une majorité qui va être sous une énorme pression. Encore une fois, je le redis, tout va dépendre du score du Rassemblement national en siège, mais plus ce score sera imposant, plus la pression sur le groupe LR va s'exercer, d'autant plus que les enquêtes que nous fabriquons au CEVIPOF sur les valeurs des électeurs montrent qu'il y a quand même un alignement progressif entre certaines valeurs des électeurs LR et certaines valeurs du Rassemblement national. Et presque une décorrélation entre certaines têtes d'affiche des LR, on va dire, plus attachées à une culture gaulliste traditionnelle, centriste, qui, eux, pourraient se retrouver plutôt chez Ensemble, et des électeurs, mais une partie aussi des élus qui, eux, quand même, se retrouvent dans les valeurs du Rassemblement national, sur la défense des valeurs traditionnelles, sur les questions sécuritaires ou les questions d'immigration. Évidemment, mais ce groupe pourrait, là, être tenté par le RN. Je rappelle que quand même, sur la dernière loi immigration, la version du Sénat sur le texte loi immigration était très dure, et elle avait été durcie par le groupe LR. Donc, face à, s'il y avait une majorité absolue ou relative RN, la tension serait énorme. Même si elle n'existe pas, il y aura des mouvements, encore une fois, entre ceux de la majorité LR qui pourraient être tentés par une coalition avec Ensemble et les autres. Anne-Charline Bézina, c'est une période on parlait dans la première partie de l'émission de la clarification qui devrait avoir lieu au sein de la France insoumise, entre les mélenchonistes et les autres. On peut dire que chez LR, elle se profile à l'horizon, avec peut-être même un changement de nom dans les prochaines semaines. Clairement, on a affaire à une scission interne, donc c'est un parti qui en ressort très affaibli. J'en profite pour faire un comeback sur nos institutions. Qu'elles soient solides me semble être un état de fait, et on l'a dit, elle variera avec, pour reprendre la phrase d'Édouard Philippe, la poutre travaillera par le côté politique des institutions, mais il y a surtout une certitude, c'est qu'on ne pourra pas changer la Ve République sans pouvoir réviser la Constitution, et je ne vois pas trop comment on pourrait réviser la Constitution si le Sénat n'est pas favorable à s'entendre avec l'Assemblée nationale. Donc ce contre-pouvoir sénatorial, il pourrait en réalité être un petit peu maximisé, parce que si on prend par exemple une hypothèse de majorité absolue pour le RN,
Et beaucoup de leurs propositions programmatiques doivent passer par de la révision constitutionnelle. Donc sans le référendum et sans le Sénat, c'est quand même un groupe politique qui sera affaibli. Mais le Sénat pourrait même aller plus loin. Ce pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement, avec les commissions d'enquête particulièrement médiatiques qu'il a menées, pourrait tout à fait s'exercer, on va dire, à l'encontre, ou au moins avec une forme de pression politique à l'encontre du gouvernement mis en place. On peut penser aussi aux questions au gouvernement qui ont leur place, et surtout à la saisine du Conseil constitutionnel sur des lois qui pourraient paraître un peu borderline. Donc que le Conseil constitutionnel joue un rôle, ça me semble être une certitude, mais que le Sénat en joue un aussi en période de majorité ou relative ou absolue, ça me semble être également une hypothèse qu'il ne faut pas balayer aussi vite, parce que certes il y a des incointances entre les LR Sénat et les LR Assemblée, mais ça n'est pas tout à fait sûr aujourd'hui qu'ils parlent encore le même langage. La poutre travail, information de nos confrères du Canard enchaîné, le numéro apparaît évidemment demain mercredi. Selon le Canard enchaîné, Jordan Bardella aurait proposé à François-Xavier Bellamy un poste de ministre et de ressortir le texte immigration. Bruno Daugeron, voilà, les grandes manœuvres n'attendent pas le 8 juillet évidemment pour avoir lieu, et c'est logique. On est dans la logique institutionnelle. Vous savez, la Ve République n'a pas forcément besoin d'être modifiée formellement pour pouvoir évoluer. Il y a des modifications informelles, des pratiques informelles qui existent. Et sur le rôle particulier pour le Sénat... Pour conclure, en 30 secondes. 30 secondes, j'abonde sans abonder. Je dirais tout simplement qu'il a toujours joué ce rôle, quelles que soient les majorités, quelle que soit la configuration politique, parce qu'en lui-même, il est une spécificité. Et en lui-même, il est un instrument de ralentissement et de réflexion, en tout cas pour la législation. C'est ce qu'il a voulu faire dans la réforme des retraites. Donc je pense que lui ne changerait pas beaucoup. Il serait intéressant de voir, en revanche, quelle serait l'attitude du Rassemblement national qui, après tout, lui aussi, pourrait vouloir essayer de séduire le Sénat, non pas simplement dans les équilibres politiques, mais dans l'identité institutionnelle. Merci beaucoup, merci à tous. C'était un débat passionnant. J'ai rappelé, Bruno Daugeron, le titre de votre manuel de droit constitutionnel. C'est plutôt l'éditeur, Presse universitaire de France, et puis la lecture du 1 hebdo. Franchement, chapeau, ça c'est du travail journalistique. Et de Zadig. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous donne rendez-vous demain 18h et 22h. Et notez que l'invité de la matinale, ce sera Éric Coquerel, député de la France Insoumise, réélu en Seine-Saint-Denis face à Oriane Mancini à 8h du matin. Belle soirée.